L'année 2019 s'annonce stable mais empreinte de risques pour les banques africaines. Selon la note d'analyse prospective publiée par l'agence de notation américaine Moody's, les banques d'Afrique vont en effet évoluer en 2019 dans un contexte marqué par des rendements stables. Cette situation se justifie selon Moody's par le fait que l'accélération de la croissance économique du continent, bien que toujours inférieure à son potentiel, va soutenir la croissance des crédits, tandis qu'une réglementation plus stricte et une meilleure supervision soutiendront la stabilité financière. L'agence de notation explique qu'il est prévu que l'accélération du rythme de croissance du produit intérieur brut africain à 3,8% contre 2,7% en 2017 stimule la demande pour les crédits bancaires, ce qui devrait susciter une amélioration des revenus nets d'intérêt et des produits nets bancaires. Un risque se cacherait cependant derrière cette opportunité, au dire de Moody's. En effet, une part importante des placements bancaires s'effectuera sur des titres obligataires émis par les États qui font déjà face à des échéances sur leurs dettes en devises étrangères, en même temps qu'ils comptent sur des revenus d'exportation. Ils pourraient de ce fait subir des vents contraires en rapport à la hausse des taux d'intérêt sur les marchés internationaux, les incertitudes politiques et les tensions commerciales croissantes entre superpuissances. Néanmoins, souligne Moody's, toutes les banques ne sont pas logées à la même enseigne. En cas de défi majeur, celles dont l'importance systémique est avérée vont bénéficier d'un soutien de leur gouvernement. Le Canada est de retour dans la sphère des affaires camerounaises et désire réchauffer les échanges avec ce pays ami et frère. Nous croyons que nous ouvrons une nouvelle ère avec le Cameroun, avec nos frères camerounais, nos sœurs camerounaises, pour nous permettre d'aller au-delà des simples chiffres mathématiques. On croit que maintenant, on est rendu à une étape de création d'entreprises communes. Voilà ce qu'explique l'organisation de la soirée Networking à Douala par le cabinet d'avocats Julie Coeur-Lacasse et de l'agence d'accompagnement Impact Investissement. En fait, pour dynamiser les échanges entre les deux pays, Ottawa a mis en place des facilités pour l'intégration économique intercanadienne des hommes d'affaires camerounais. Entre nos deux pays respectifs, un transfert non seulement de biens périssables qu'on peut mesurer à une échelle économique en termes de tonnes ou en termes de dollars, mais un transfert de connaissances, un transfert d'entrepreneuriat, une création de partnership. Avec leurs services personnalisés pour immigrer au Canada, les intermédiaires mettent à la disposition des entrepreneurs une sécurité juridique à tous les niveaux afin de soutenir leurs projets d'investissement ou d'immigration dans ce pays d'Amérique du Nord. Il y a plus de 600 000 emplois spécialisés qui ne trouvent pas preneurs. Donc, il y a 600 000 emplois qui sont prêts à être pris par quelqu'un qui a les compétences. Concrètement, les deux entreprises canadiennes se proposent de servir d'interface entre Canadiens et Camerounais et de mettre à la disposition de ces derniers toutes les commodités nécessaires pour des voyages et des rencontres d'affaires au Canada. Pendant les échanges, il a apparu que les secteurs qui présentent le plus d'intérêt sont l'agroalimentaire, l'agriculture, la machinerie agricole, l'énergie, les produits chimiques et les équipements de construction. Cette rencontre a été présidée par le Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. La Chine et l'Inde plafonneront l'économie mondiale en 2050. Selon un classement de la firme internationale d'audit et de conseil PwC, ces deux pays se positionneront respectivement à la première et deuxième place mondiale en termes de produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat devant les États-Unis qui seront relégués à la troisième place. En effet, la Chine et l'Inde ont connu des progressions fulgurantes ces dernières années à cause notamment de leur économie soutenue par une forte population et un système productif, compétitif et discipliné, ce qui leur a permis de réduire fortement leurs importations et de constituer de solides épargnes pour financer leur développement à long terme. Le classement de PwC révèle aussi que seuls l'Allemagne et la Grande-Bretagne, classés 9e et 10e, seront les pays européens présents dans le top 10 mondial où l'on retrouve plus des pays émergents comme l'Indonésie 4e, le Brésil 5e, la Russie 6e ou encore le Mexique 7e. En ce qui concerne le continent africain, il ne semble pas encore en mesure de s'afficher malgré son potentiel démographique et ses ressources du sous-sol. Le continent noir traîne les pas
dans un contexte où les politiques continuent de débattre sur la construction de marchés uniques en même temps qu'ils font durer les négociations avec l'Union européenne. Enfin, le classement de PwC indique que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud seront économiquement plus puissants que l'Union européenne en 2050. Une révolution s'annonce dans la filière EVA en Côte d'Ivoire. Afin d'améliorer les résultats de la dite filière qui rassemble 165 000 planteurs et exploite 600 000 hectares de terre pour une production estimée à 600 000 tonnes de caoutchouc naturel en 2017, les autorités ivoiriennes ont pris un certain nombre de dispositions, notamment le soutien à l'établissement du collège de producteurs pour la mise en place de l'interprofession EVA. La Côte d'Ivoire entend aussi travailler au prolongement de l'arrêté relatif aux conditions d'exportation des fonds de tasse d'EVA que constitue le caoutchouc humide non transformé. Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2018, les opérateurs de la filière peuvent jouir d'une autorisation exceptionnelle d'exportation de fonds de tasse d'EVA. Autre mesure prise par les autorités ivoiriennes, l'appui à la croissance par les opérateurs eux-mêmes de la capacité nationale d'usinage en vue d'absorber toute la production locale. Ceci par le biais de conventions spécifiques d'investissement avec l'État, prenant en compte l'octroi de crédit d'impôt sur une période maximale de 5 ans. Le nouveau programme de 2 milliards de dollars annoncé par la Banque mondiale en faveur de l'Égypte vise à soutenir la deuxième génération du programme de réforme égyptien destiné à développer le secteur privé tout en permettant une croissance inclusive. Dénommé Politique de financement pour le développement du secteur privé pour une croissance inclusive, DPF, ce programme va précisément promouvoir les petites entreprises, principales sources d'emploi du pays, tout en renforçant les capacités des autorités locales pour la fourniture de services à leurs citoyens et pour guider le développement local. Le nouveau programme va par ailleurs contribuer à appuyer financièrement le programme de développement économique du gouvernement égyptien intitulé « L'Égypte décolle ». Il est basé principalement sur les réformes visant à améliorer l'environnement des entreprises en facilitant leur accès à des financements et à de nouvelles technologies financières telles que les paiements numériques ainsi que des possibilités de soumissionner pour des marchés publics. Le tout en se basant sur les résultats d'un programme de financement pluriannuel de la politique de développement de la Banque mondiale qui a pris fin en 2017. Un programme dont l'impact des réformes a permis de faire passer la croissance économique de l'Égypte de 4,2% en 2017 à 5,3% en 2018. Cette croissance devrait même atteindre 6% en 2019 dans un contexte où la Banque mondiale dispose d'un portefeuille de 16 projets en Égypte représentant un engagement total de 6,69 milliards de dollars. La déclaration de Libreville, adoptée par l'Organisation interafricaine du café en vue de booster la filière café, compte 4 points essentiels. Il s'agit tout d'abord d'une invitation à la communauté internationale à participer à la recherche de solutions face à la baisse continue des prix et à l'impact du changement climatique sur la production du café en vue de contribuer à améliorer les moyens de subsistance des producteurs de café. Le deuxième point relatif aux États membres invite à la création d'un environnement propice à des chaînes de valeur efficaces, à la création de la valeur ajoutée et à la consommation intérieure en tant que mesure d'atténuation de la volatilité des prix. La troisième recommandation concerne quant à elle le soutien et la promotion du commerce régional et continental du café, sous les auspices de la zone de libre-échange continentale afin de stabiliser les prix et de réduire les risques potentiels découlant de la baisse des prix internationaux pour les producteurs africains de café. Les États membres sont enfin appelés à fournir un cadre continental pour l'intégration et la collaboration dans la recherche sur l'impact du changement climatique sur la production et la productivité du café. Entre la Suisse et l'Afrique, les échanges commerciaux ont culminé à 5,2 milliards de francs suisses, soit 5,3 milliards de dollars en 2017. En tenant compte de l'or, ce volume grimpe à 12,1 milliards de francs,
75% de ces échanges commerciaux entre la Suisse et l'Afrique sont générés par 6 pays, à savoir l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Les principales marchandises suisses exportées vers l'Afrique sont les produits chimiques et pharmaceutiques 51%, les machines 22%, les instruments de précision, les montres et les bijoux 10% et les produits agricoles 9%. Les produits énergétiques 36%, les produits agricoles 27% et les textiles 15% représentent quant à eux l'essentiel des importations. Ceci hisse la Suisse au rang de 10e investisseur en Afrique dans un contexte où les investissements directs suisses sur ce continent ont triplé à environ 13,5 milliards de francs ces 15 dernières années. Par ailleurs, le nombre de collaborateurs de sociétés basées en Suisse et travaillant en Afrique a plus que doublé entre 2000 et 2016, passant de 63 333 personnes en 2000 à 140 000 à fin 2016. La crise de logement au Niger est en passe d'être résolue avec la création de la toute nouvelle Banque nationale de l'habitat. La politique des logements sociaux a toujours été un échec malgré la volonté des différents gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance. En 45 ans, soit de 1960 à 2005, 1286 logements sociaux ont été construits alors que le besoin pour l'ensemble du pays est estimé à 40 000 logements. En accédant à la magistrature suprême en 2011, le président de la République, Issoufou Mahamadou, à travers le programme de la Renaissance Acte 1, a lancé la politique Un Nigérien, un toit avec la construction de 1000 logements sociaux par an. À la fin de son premier mandat, 5 ans après, seuls 1721 logements ont été construits. Aujourd'hui, les autorités veulent rattraper le retard et corriger le déséquilibre. C'est ce qui justifie la création de la Banque nationale de l'habitat et la création du Fonds national de l'habitat logé au sein de la même banque. Le cœur de notre mission, c'est le financement immobilier. Le financement immobilier avec, dans toutes ses déclinaisons. Nous accordons des financements aux promoteurs immobiliers qui veulent construire des logements. Ensuite, nous accordons des financements aux personnes à revenus réguliers, pour ne pas dire salariés, du secteur public et privé, désireuses d'acquérir des logements auprès des promoteurs immobiliers que nous avons financés. Pour accompagner les Nigériens, même ceux à faible revenu, la banque a prévu des mécanismes de financement de logements avec des conditions de remboursement de prêts très souples. Lorsqu'on vous prête pour construire un logement, on vous prête en fait un montant important. Comme le montant est important, vous ne pouvez pas le rembourser sur une courte période. 5-10 ans, si on vous demande de rembourser le prix de votre logement, le coût de votre logement sur 5 ans, alors vous risquez en fait de voir votre pouvoir d'achat érodé, complètement érodé. Donc ce qu'on fait au niveau du financement de l'habitat et que nous adoptons au niveau de la Banque de l'habitat, c'est de vous prêter de l'argent pour construire le logement et d'étaler le remboursement sur 15, 20, 25 ans. Si c'est vraiment des gens qui ont un revenu très modeste, nous pouvons même aller jusqu'à 30 ans. Au Niger, le circuit de la construction de logements en l'absence d'une véritable politique nationale et d'un accompagnement des autorités se fait de façon informelle à hauteur de 95%. La Banque nationale de l'habitat ambitionne de corriger cela avec un programme de construction de 25 000 logements par an.